et bienvenue à tous pour cette troisième et dernière édition de cette saison des plateaux. De cette saison, c'est l'été 2021, avant l'été. Toujours dans la galerie d'actualité du CEIE 92 sur les terrasses de Nanterre. Et bienvenue à vous autres qui nous regardez ou nous écoutez derrière votre écran en direct ou en replay. Cette conversation sur le thème de la ville acclimatée est organisée par le CEIE 92, une association engagée dans la qualité architecturale, urbaine et environnementale, ce sont les lettres du CEIE, afin de mieux comprendre les défis urbains d'aujourd'hui et de demain. Après avoir exploré le thème de la ville-camp à travers deux camps illustres, l'un historique, le camp de Châtillat, et l'autre plus récent, la jungle de Calais, après avoir exploré également le thème de la ville marchande avec l'antique et sulfureuse Babylone et la moderne Shenzhen, nous allons aujourd'hui nous intéresser au thème de la ville acclimatée. Il s'agit bien entendu d'une conversation où vous aurez la parole via le chat mis à votre disposition pour ceux qui nous regardent en direct. Et bien sûr, un moment sera consacré à vos questions au milieu de la conversation. La régie me les transmettra et je les poserai bien volontiers. Alors la ville acclimatée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour le savoir, nous avons invité trois intervenants de qualité et je commence par vous, Sarah Kamalvand. Sarah Kamalvand donc, est architecte, diplômée de l'école spéciale d'architecture en 2001, fondatrice d'un labo de recherche action qui s'appelle HydroCity, une plateforme de recherche donc sur l'eau, la ville et l'urbanisme. Elle nous expliquera tout à l'heure en quoi ça consiste. Elle est née en Iran, Sarah, élevée au Canada, basée à Paris. Elle a donc voyagé. En 2008, vous avez obtenu un diplôme de 3e cycle d'architecture des milieux avec la publication de Téhéran 2050, un projet de recherche sur le devenir de la capitale iranienne et le réseau abandonné des Qanat, ce réseau millénaire d'irrigation de l'eau. Donc vous animez HydroCity, je l'ai déjà dit, et vous avez sorti en autopublication votre premier livre qui s'appelle Le Monument Invisible en 2020, c'était juste l'année dernière. Laurent-Marc Fischer, qui a pris dans les embouteillages, qui va nous rejoindre tout à l'heure, est architecte, il est associé d'Architecture Studio, une agence qui a été créée il est associé depuis 1993, une agence qui a été créée en 1973. Architecture Studio, c'est une grosse agence qui est implantée à Paris, à Shanghai, à Beijing, à Berlin, à Pékin, à Venise également, et qui regroupe une équipe de 150 architectes, urbanistes et architectes d'intérieur. L'agence définit l'architecture comme un art engagé dans la société, dont les fondements se basent sur une approche à la fois créative et contextuelle au sens large du thème, porté par un travail en groupe et pluridisciplinaire. Et Laurent-Marc Fischer parlera plus précisément d'un projet de ville nouvelle au nord de Kaboul, sur lequel il a eu à travailler pour l'agence, qui s'appelle DESAPS, ça veut dire ville verte. Il nous en parlera tout à l'heure. Jean-Philippe Pierron, enfin, notre troisième intervenant et invité. Vous êtes philosophe, Jean-Philippe. Vous enseignez la philosophie de la vie, de la santé et de la médecine à l'intersection entre santé et environnement au département philosophie de l'Université de Bourgogne. Vous êtes le directeur scientifique de la chaire Valeurs du soin. Vous avez notamment publié Rationalité, usage et imaginaire de l'eau en 2016, La poétique de l'eau pour une autre écologie en 2018, Prendre soin de la nature et des humains, médecine, travail et écologie en 2019, et enfin Je est un nous, c'est votre dernier livre, une enquête philosophique sur les relations avec les vivants, c'est sorti chez Actes Sud en 2021. Avant de vous donner la parole à tous les trois, nous allons écouter en prologue à nos échanges Zulika Tahar, autrice et slameuse, accompagnée du violoncelliste Samuel Cyrus Shalom. Zulika, vous allez déclamer un texte extrait du roman d'anticipation de Jean-Marc Ligny, Aquatm, aux éditions La Talente en 2006, un thriller fantastique aux enjeux économiques et humains saisissants où Jean-Marc Ligny stigmatise la folie destructrice de notre monde libéral et qui montre que la ressource clé de demain n'est pas le pétrole, mais désormais c'est l'eau. À vous, Zulika. À chaque grande marée, désormais, ça recommence. L'eau inonde la place, glauque et puante, pénètre dans la maison, s'étale au rez-de-chaussée durant 1 heure, puis se retire en laissant un dépôt grisâtre. Les murs sont imprégnés, tout est moite et moisi, le rez-de-chaussée n'est quasiment plus habitable. Ce n'est pas la faute des remparts, depuis des siècles ils résistent vaillamment aux tempêtes. Maintenant, l'eau s'insinue dans la zone basse de la vieille ville, pourrit les murs et la vie des habitants. Tout est
vin, pompage, drainage, assèchement, rehaussement, étanchification. On a tout essayé, on essaie encore. L'eau revient. Toujours. Saint-Malo n'en est pas au stade de Venise qui agonise et sombre lentement dans la lagune. Pourtant, certains osent la comparaison et plient bagage. Des ex-rives du lac sur les anciennes pistes ravinées et poussiéreuses qui desservaient les champs ne subsistent plus que des étendues rougeâtres. Du sable s'accumule dans les creux. Venus du désert, des baobabs chauves mais encore majestueux dominent cette flore de misère, peut-être morts ou seulement léthargie dans l'attente de jours meilleurs. Les collines sombres et nues, calcinées par le soleil, offrent un avant-goût menaçant du désert qui s'étend désormais derrière, descend chaque année plus bas vers le sud, desséchant tout de son haleine brûlante. Le maire tourne son regard vers l'ancien lac en contrebas qui étend vers le nord sa morne de sable et d'argile craquelée. Même à cette distance, il distingue les centaines de petites silhouettes qui s'activent, creuses sous le soleil de plomb. Les tas de sable s'accumulent, certains atteignent une belle taille déjà. On dirait une ruée vers l'or, sauf qu'ici, l'or est liquide et vital. Et maintenant, mes chers amis, voici venu le moment que nous attendons tous depuis si longtemps. Cet instant de grâce où de ce sol devenu stérile va jaillir la source de vie. L'eau précieuse. Merci beaucoup Zulika pour cette lecture un petit peu impressionnante. D'ailleurs, on avait parfois on frissonnait à l'évocation de ce paysage que vous décriviez. On va rester dans cet esprit parce qu'on peut pas le nier régulièrement. On est alerté par la communauté scientifique des dangers de notre mode de développement actuel, sur les dangers que font peser notre mode de développement actuel sur nos écosystèmes et l'avenir de la vie sur Terre. Les premiers effets désormais plus que perceptibles du changement climatique sont déprimants. Les espèces disparaissent, les climats se modifient, les hommes migrent, le niveau des océans monte, annonçant des décisions douloureuses pour la majeure partie des villes situées à proximité d'un littoral. Pourtant, on ne pourra pas dire que nous ne savions pas. Voilà plus de 30 ans déjà qu'était publié un rapport rédigé par la Commission mondiale pour l'environnement, qui dépend de l'ONU, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland. On l'appelle le rapport Brundtland. Son nom, Notre avenir à tous. Et posé pour la première fois le terme de développement durable, une expression qui est aujourd'hui rentrée dans notre vocabulaire commun. Quelques décennies plus tôt, c'était en 1972, un autre rapport, un premier rapport qui avait fait grand bruit à l'époque, tirait lui aussi la sonnette d'alarme. Il s'agissait du premier rapport du Club de Rome, dit aussi rapport Meadows, qui disait en gros que la poursuite de la croissance économique entraînerait au cours du XXIe siècle, et plus précisément vers l'an 2100, une chute brutale de la population à cause de la pollution, de l'appauvrissement des sols cultivables et de la raréfaction des ressources énergétiques. Nous n'y sommes pas en termes de chute de la population, certes encore, puisqu'elle croît et ne cesse de le faire, mais pour le reste, c'est déjà bien parti, et même bien trop parti. La notion de décroissance est directement tirée de ce rapport. Pourtant, la recherche d'un mode de vie harmonieux entre les hommes et leur environnement ne date pas d'hier. Toutes les civilisations, ou presque, ont dû, par nécessité ou par choix, chercher un équilibre entre leur épanouissement et la préservation de leur environnement, pris au sens large. Beaucoup ont cherché à créer des villes acclimatées, des villes qui s'inspirent de leur contexte, le magnifient, pour y rendre les établissements humains possibles et durables. Beaucoup aussi ont échoué, ayant tellement modifié leur environnement qu'elles ont disparu. L'étude comparée des civilisations, notamment avec le travail extrêmement intéressant et colossal et inspirant de Jared Diamond, biologiste et géographe, auteur du best-seller Effondrement, laisse pendant quelques exploits.
Parmi toutes les civilisations ayant périclité, qu'il a analysées, aucune n'a dû son trépas qu'au seul dommage écologique. Il y a toujours plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Les dommages environnementaux, un changement climatique, des voisins hostiles, des rapports de dépendance avec des partenaires commerciaux, et enfin, les réponses apportées par une société, selon ses propres valeurs, à l'ensemble de ces problèmes. En gros, quelle politique, entendue ici comme un ensemble de valeurs de vie commune et d'organisation et de gouvernement de la société, y compris dans ses rapports avec les tiers. Il y a donc tout lieu de rester optimiste pour l'avenir, d'autant que le présent et le passé nous inspirent si l'on prend le temps de les regarder avec un petit peu d'attention. C'est ce que nous allons faire avec nos invités aujourd'hui, en essayant de trouver, à partir des exemples qui vont nous être présentés, matière à réflexion, matière à inspiration pour cette ville acclimatée qui nous fait tant défaut. Et nous nous appuierons pour ce faire sur l'eau, ressource essentielle à la vie, futur or noir pour lequel les guerres ont déjà commencé. Ressource convoitée, canalisée, parfois invisible, l'eau incarne cette figure du chaos originel que le poète grec Hésiode décrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, je bafouille, dans sa Théogonie comme point de départ de toute chose, l'origine première du monde. Son rôle fondateur dans le processus de formation des villes et de leur croissance n'est plus à démontrer. Alors que les villes doivent se réinventer face au changement climatique, la réflexion peut-elle être transposée aux pays et aux villes du Nord? C'est ce que nous allons voir donc, en nous intéressant à l'exemple millénaire de la ville de Yazd en Iran, dont ses habitants ont su très tôt, avant les Romains, maîtriser l'art du captage et de l'acheminement pour permettre l'émergence de cités d'envergure sur des territoires a priori inhospitaliers. Sarah Kamal-Vand sera notre guide dans ce périple historique. Ensuite, nous partirons à la découverte d'un projet de ville nouvelle au nord de Kaboul, prévu pour 2 millions d'habitants, imaginé par l'agence Architecture Studio. Ce projet a fait de l'eau son moteur central, même il y a un parc central qui est magnifique. Et Laurent-Marc Fischer, qui a été en charge de projet, nous présentera, donc l'expliquera en détail. Et enfin, avec Jean-Philippe Piron, nous nous interrogerons sur le rapport qu'entretiennent à leur contexte les villes, des sociétés occidentales et de toutes celles qui, aujourd'hui, singent à la fois ces modes de production et ces logiques en termes de construction urbaine. On se rappelle qu'autrefois, nulle ville n'était possible sans un hinterland ou sans proximité avec des routes commerciales pour nourrir ses habitants et ses soldats. D'où des positionnements stratégiques sur des routes marchandes ou dans des vallées fertiles. Les villes étaient savamment situées. Le rapport au contexte, comme disent les architectes, était roi. Mais aujourd'hui, que faisons-nous de notre rapport au sol ? Quel rôle tient la technique et ce que l'on nomme la rationalité dans notre manière de penser et de concevoir les villes? La ville acclimatée est-elle possible partout? La ville acclimatée est-elle une notion au contraire naïve, obsolète, maintenant que d'aucuns rêvent d'aller habiter Mars ou la Lune dans les prochaines décennies? Mais au fait, qu'est-ce qu'une ville acclimatée? Voici quelques questions jetées en pâture à nos intervenants qui essaieront d'y répondre dans la seconde partie de cette conversation. Et on va commencer avec vous, Sarah Kamal-Vand. Donc je répète, vous êtes architecte, fondatrice d'Hydrocity et vous avez dernièrement publié un livre qui s'appelle Le Monument Invisible en 2020. Vous allez nous parler de Yazd, donc une ville millénaire. Yazd qui... c'est étonnant, est né d'un savoir scientifique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la science de l'époque, on est premier millénaire avant Jésus-Christ, comment la science a pu être à l'origine de Yazd? Et c'est un premier exemple pour développer le rapport qu'a la rationalité avec la fondation et l'épanouissement des établissements humains. Oui, tout à fait. C'est en effet la rationalité et la science qui est on va dire, à la naissance de la civilisation iranienne, qui est une civilisation donc, qui fait partie du berceau de la civilisation humaine. Donc en fait, l'Iran est un pays du désert avec quasiment aucune eau en surface. Et donc, c'est à travers la science, on va dire, de la captation des eaux souterraines que cette civilisation a émergé. Donc en fait, Yazd est un cas exceptionnel pour justement illustrer cette civilisation. Donc je vais vous parler un petit peu de la ville. Elle est située à l'épicentre de l'Iran, donc sur le plateau iranien, qui est une zone complètement fermée sur soi. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, un terme scientifique qui s'appelle endoérique. Donc c'est une région en fait où aucune eau ne rentre et aucune eau ne sort.
C'est une région complètement isolée par des chaînes de montagnes qui montent à peu près 5000 mètres d'altitude. Et c'est ça qui fait la spécificité de la civilisation iranienne, ce qu'on appelle la civilisation des eaux cachées. Donc en fait, donc la ville de Yazd, je vais un peu passer sur la prochaine. Donc là, vous voyez bien qu'on est, on est à la porte du désert, du Dasht de Lut, qui est un des endroits les plus chauds et les plus secs au monde. Et donc Yazd est à la porte de ce grand désert, situé entre deux chaînes de montagnes, on va dire dans une vallée un peu de 30 mètres de large, 30 km de large. Et donc en fait là, on voit... Quel type de climat ? Aride. Aride. En fait, il y a que 50 mm de pluie par an. Ça représente 1/10 de ce qu'on a à Paris. Donc vous imaginez la pénurie d'eau. On est dans un contexte de pénurie d'eau. Et il fait très chaud. Et il fait très très chaud. Et très par froid, contre, l'hiver, il fait très froid. On a de la neige. Et donc en fait, justement, c'est par la fonte des neiges qui s'infiltre au pied des montagnes que les Iraniens ont pu créer un système d'irrigation qui s'appelle le Kanat. Donc en fait, là, on voit sur l'image tout le réseau qui passe sous la ville. Et là, on voit une coupe et un plan type de ce que c'est qu'un kanat. Donc en fait, c'est une infrastructure qui va aller chercher donc, la fonte des neiges au pied des montagnes, là où elle peut s'infiltrer dans les fissures au pied des montagnes. Ensuite, il y a une galerie souterraine qui est creusée à même la roche. C'est-à-dire que c'est une galerie qui est creusée à la main. Une galerie qui est creusée à la main. Une galerie qui est creusée à la main et donc qui achemine l'eau jusqu'à la surface. Donc pour faire ceci, ça paraît peut-être simple quand on en parle, mais c'est extrêmement complexe et extrêmement sophistiqué. Et c'est là qu'on rejoint le savoir cosmologique des savants et des intellectuels iraniens de l'époque. Tout à fait, parce que c'est une civilisation en fait qui se situe entre le savoir de cette acquisition des eaux cachées et le calcul cosmique. C'est-à-dire que les mêmes instruments étaient utilisés pour calculer les distances et les pentes et les distances entre les astres. Donc en fait, pour calculer ça... C'est les astronomes qui œuvraient aussi, qui étaient sourciers, en fait. C'est les mages, en fait. C'est les rois mages. C'est les mages, donc c'est les zoroastriens. C'est toute cette culture zoroastrienne. Les mages, c'était des prêtres astrologues. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisaient donc ce savoir de calcul du temps, on va dire, parce que c'était une obsession de pouvoir maîtriser le cycle des temps, surtout avec les solstices, parce que c'est une civilisation qui devait cultiver dans un milieu hostile et un milieu aride, donc ils devaient maîtriser les cycles et les saisons. Et donc cette acquisition, cette manière d'amener l'eau en surface a généré, on va dire, les premiers jardins. Et par les jardins, donc la ville. Donc là, on a une photo aérienne de Yazd. On voit à quel point la ville est dense. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on est dans une densité, mais en même temps, on est dans une typologie qui se répète. Et cette typologie, c'est ce qu'on voit là, donc le jardin intérieur. Le jardin qui était donc le focus de l'architecture. Donc là, c'est une coupe. Là, c'est on va dire, c'est un dessin qui représente un plan et une coupe en même temps. Okay. Donc, c'est pour vous montrer donc, cette typologie de jardin qui s'appelle le charbor. C'est donc le jardin en forme de croix. Donc, c'est une typologie qui a émergé donc, à Yazd. Yazd, on dit ça a plus de 5000 ans. Et donc, c'est une typologie qui va traverser le temps, qui va aussi s'exporter, puisque le jardin en forme de croix, on le retrouve par la suite en Andalousie, les jardins de la Renaissance en Italie, le jardin à la française, les jardins en Inde. Donc c'est une typologie de jardin qui en fait est une métaphore de ce cosmos qu'on calculait. C'est-à-dire qu'on avait compris qu'on est dans un système héliocentrique, que la Terre tourne autour du Soleil. Et cette forme de jardin, en fait, c'est une représentation directe de ce cosmos. C'est-à-dire qu'au centre, on a un bassin d'eau carré qui représente l'étoile polaire. L'étoile polaire qui a la spécificité d'être dans l'axe de la rotation de la Terre et qui a permis à tous ces calculs cosmiques. Et donc, ce qui est très beau, c'est que le jardin, qui est donc l'unité de la ville,
est en même temps un objet en tension entre le ciel et le souterrain. Et donc, en fait, ce qu'on voit aussi dans cette coupe, c'est que c'est extrêmement maîtrisé. Et en même temps, donc, on a tout un système de climatisation naturelle par la captation des airs chauds à travers les cheminées à vent, qui crée en fait au contact de l'air, de l'eau qui est froid, qui est très fraîche, oui, voilà, qui est très fraîche en sous-sol, qui crée un système de convection naturelle. Et donc, on a toutes les maisons sont ventilées l'été. On se sent très bien. Moi, j'ai été l'été à Yazd et c'est vrai que ça fonctionne. Ça veut dire que c'est un système qui fonctionne. Climatisation naturelle. En faisant travailler l'air chaud en hauteur avec la fraîcheur de l'eau qui arrive par des canalisations depuis la montagne. Tout à fait. Une eau à quelques degrés. Et c'est ce qui permet tout bêtement la ventilation naturelle, voilà, tout simplement, de la maison, voilà, et du exactement. Et c'est vrai qu'on est aussi dans cette idée de ville élémentale. Ça veut dire que là, on a toute une architecture en pisé. Yazd a été nommé patrimoine UNESCO en 2015 parce que c'est, je pense, la plus grande ville en pisé au monde aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui aussi dans la préservation. Il y a des Iraniens aujourd'hui, comme par exemple la fondation. Alors, le pisé, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est. Le pisé, c'est un mode de construction en terre crue. Donc, à Yazd, c'est en coffrage. La terre crue est prise en coffrage. Et donc, c'est des maisons qui sont en fait en creux. On creuse la terre et on construit avec la terre qu'on a extrait. Et donc, on est en négatif. Donc la maison est plus bas. La maison est plus bas que le sol. Et donc sous la maison, il y a tout ce réseau d'eau, de canalisation, avec des pièces spécifiques qui s'appellent donc notamment le sardab, qui est un salon d'été où on se met vraiment quand il fait très chaud, on se met au bord de l'eau et on est très très bien. Alors là, on parle de quel Yazd? Yazd il y a 1000 ans, 2000 ans, ou est-ce qu'on parle de Yazd actuellement? C'est vrai qu'on ne sait pas dater. C'est-à-dire que l'archéologie, vous savez, c'est une science aussi qui est relativement récente, qui a beaucoup voulu aussi, le récit archéologique, c'est beaucoup quand même concentré sur l'Irak, la Syrie, la Babylonie et les Assyriens. Il y a très peu de travail d'archéologie qui s'est fait en Iran, malheureusement. Pourquoi? Surtout, il y a une raison à ça? C'est-à-dire qu'il y a eu la révolution en 1979 et là, tout s'est arrêté. Avant ça, on a commencé quand même à faire des fouilles, mais surtout à Persépolis, parce que c'est la grandeur de l'Empire achéménide. À Yazd, il y a eu moins de recherches faites. Récemment, ils ont daté quand même le khanat le plus ancien au monde, qui est à Yazd et qui est toujours en eau. C'est un khanat qui a 3000 ans. Donc, c'est celui qui traverse toute la ville. Et il est utilisé ? Il est utilisé, il est semi-utilisé, on va dire. Quel est le présent de ces infrastructures? C'est un état critique. C'est un état critique, c'est-à-dire qu'il y a certaines... alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi toute une culture, on va dire, autour du partage de l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'État qui contrôle cette infrastructure, c'est un partage par propriété privée. Donc, un seul khanat peut appartenir à 200 propriétaires différents. Et donc, c'est tout un partage aussi de ce partage de l'eau qui est aussi au fondement de la culture iranienne. Et la question par rapport est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Voilà, donc ça dépend. En milieu rural, c'est un peu plus facile. Nous, on a étudié un khanat en milieu agricole à 2 km de Yazd, donc juste en périphérie, le khanat de Mohammadabad, où c'est-à-dire que les gens vivent de la même manière, les champs sont irrigués avec l'eau du khanat. Ce qui montre aussi à quel point c'est un système hautement écologique et résistant au temps, parce que c'est 5000 ans d'histoire et on vit de la même manière. C'est quand même absolument fascinant de pouvoir extraire les eaux souterraines de manière passive en utilisant uniquement la force de la gravité. Hein. C'est 100% passif. C'est un système 100% passif. Passif, ça veut dire? Passif, ça veut dire c'est un système doux, d'énergie douce. Qui ne nécessite aucune dépense d'énergie. Aucune dépense d'énergie fossile, ni solaire, ni rien. C'est-à-dire, c'est la gravité, purement la gravité. Donc, potentiellement, Yazd pourrait être une ville avec un bilan carbone... Zéro, ça pourrait être zéro. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui...
Je suis pas sûre. C'est vrai qu'on a aussi le soleil quand même. Parce que là, on voit des photos. Donc, ce sont des photos récentes, ça. Voilà. Donc c'est une photo récente. Donc c'est une photo. On voit bien les tours avant dans la ville. Donc après, c'est vrai que c'est une image de la ville historique, parce qu'il faut savoir que Yazd a quand même subi l'urbanisme générique, comme un peu partout au monde. Subi. Vous dites ? Oui, subi, et donc la ville s'est étendue de manière sauvage avec un système d'autoroutes et de tours qui n'ont plus rien à voir avec le climat ni le site. C'est vraiment malheureux. Et les gens, je pense que sont malheureux aussi. Mais en tout cas, là, sur l'image, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit les montagnes en arrière-plan. Et donc ça, c'est vraiment la spécificité donc, géographique de l'Iran qui a permis l'invention de cette infrastructure, puisque en fait en Iran, 90% des villes sont au pied des montagnes, là où l'eau s'infiltre. Oui, sinon il n'y avait pas de possibilité de ville en fait. À part Ispahan, où on a une rivière en surface, c'est la seule ville à peu près, et le nord du pays, où là c'est complètement un climat complètement différent, parce qu'on a une humidité de la mer Caspienne qui est retenue par les montagnes aussi, mais sinon le plateau central iranien, qui revient donc à cette époque, donc on parle d'il y a 5000 ans, à l'empire des Mèdes, dont Zoroastre a émergé. Donc Zoroastre, qui est ce prophète qui a quand même annoncé. Quelle époque ? Encore une fois, on peut pas, on sait pas quelque part entre 3000 ans et 1000 ans avant Jésus-Christ. Ok. On va dire. Donc Zoroastre, donc Zoroastre. Donc il y a le mot astre. Donc il y a le mot étoile. Zoro aussi. Il y a le mot Zoro. Oui. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a le mot astre. Et donc, c'est pour vous dire donc, cette émergence de cette idée abstraite qu'il y a un seul Dieu, un Dieu unique, une puissance, un ordre cosmique, vient donc de cette civilisation-là, donc la civilisation des eaux cachées. Donc, il y a vraiment un rapport entre ce qui nous surplombe, le ciel, qui était un rapport qui était cher, je crois, à Heidegger, mais peut-être que Jean-Philippe Piron nous le dira, entre ce qu'on a au-dessus de nous, ce qu'on a en bas et tout ce qui se passe autour. On n'est pas nulle part, on est vraiment situé quelque part. Tout à fait. Et c'est aussi l'idée du microcosme. Ça veut dire que le jardin, c'est un microcosme. Donc, c'est une métaphore du cosmos. Et c'est un microcosme. C'est énorme comme idée philosophique de se dire qu'on peut avoir aussi une idée de l'univers et que l'homme est au centre de cet univers. On n'aime pas le dire aujourd'hui parce qu'on parle de l'anthropocène beaucoup. Et c'est une critique de dire que l'homme est au centre du monde. Mais c'est vrai que l'homme, quand même, a un rôle, a une place spéciale sur Terre. La femme aussi. La femme aussi. Moi, comment vous expliquez, Sarah Kamalvand, que finalement, on ait oublié toutes ces infrastructures ? Ça fonctionnait, ça coûtait rien, c'était là, il fallait entretenir, mais bon, c'est pas... comment on a pu oublier cette technologie qui est la technologie low-tech rêvée par tout le monde ? Ça coûte rien. Et ça fonctionne. À quel moment on perd ce rapport à la fois à l'histoire de cette ville de Yazd et à la fois à tout ce que ça véhicule derrière tout ça ? Est-ce que vous avez pu, lors de vos recherches, essayer de dater ? Je peux vous parler de l'Iran. Donc en Iran, ça s'est fait très précisément dans les années 60, parce que jusque dans les années 60, on vivait encore avec cette technologie. C'est-à-dire que donc, la modernité est arrivée tardivement en Iran. Et c'est vrai que... C'est une période politique spécifique de l'Iran. C'est-à-dire que c'est une période où le modèle américain est adulé. Et que le Shah décide aussi par sa politique d'urbanisme de faire appel à des architectes et des penseurs américains. Et c'est vraiment ce modèle américain du confort, mais que tout le monde a voulu. C'est les années 60, c'est ce rêve du confort, de la voiture et aussi de la suburbia. C'est-à-dire qu'on veut quitter la densité, on veut son confort, on veut son jardin. Et je pense que c'est universel. Je pense que c'est un modèle universel qui a aussi montré que c'était... C'est un phénomène universel. C'est un phénomène universel, mais je pense que ça a aussi été un échec universel. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, en Iran, on parle vraiment de crise de l'eau et on parle de migration climatique, parce qu'il y a des endroits où la nappe a été complètement asséchée
parce qu'il y a aussi une consommation accélérée de l'eau. Une surutilisation. Une surutilisation. Donc c'est très très grave en Iran, mais je pense que voilà, c'est partout pareil, malheureusement. C'est-à-dire que ce modèle de surconsommation, surexploitation est néfaste, et comme vous l'avez dit, on est dans la destruction des milieux. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Sarah, pour ces explications sur les Qanat, cette infrastructure assez extraordinaire. Laurent-Marc Fischer, il est arrivé. Il a zigzagué parmi les voitures sur le périphérique et les grandes avenues. Laurent-Marc, donc toi, tu es architecte de l'agence Architecture Studio et tu as eu à répondre à une question alors justement, la question, c'est sur la question. Comment vous avez été amené avec Architecture Studio à concevoir une ville nouvelle, une ville à bâtir de 2 millions d'habitants au nord de Kaboul? Est-ce que tu peux revenir sur le contexte de la commande? Parce que c'est pour un contexte occidental, c'est assez étonnant comme commande. Dessinez-moi une ville de 2 millions d'habitants, monsieur l'architecte, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé? C'est une commande internationale dans le cadre, à l'époque, de l'aide internationale à la reconstruction de l'Afghanistan. On en reparlera si ça a été suffisant ou pas, peut-être pas. Et ils ont, après une étude de Japonais, d'une mission de coopération japonaise qui a défini une localisation pour l'évolution de Kaboul. Nous avons été choisis, alors quand je dis nous, c'est Architecture Studio, mais c'est toute une équipe avec composantes urbaines, d'Ernst, Urbanisme du Monde et d'autres pour réfléchir et faire le plan directeur de l'extension de Kaboul. Alors pourquoi faire le plan directeur de l'extension, effectivement pour 2-3 millions de personnes dans un pays assez lointain? Eh bien déjà parce que c'est une ville qui avait et qui a toujours une très grande croissance démographique. Pour deux raisons, la croissance naturelle et en même temps la croissance d'une migration liée aux événements, disons, guerriers, qui vont naturellement vers un pôle de stabilité, même si c'est relatif, et on le voit malheureusement régulièrement, qui vont grossir les villes, et en particulier la ville la plus importante. Donc avec une croissance très forte. Et de surcroît, dans une ville qui, depuis le départ des Russes, je ne vais pas regretter leur présence, mais en termes d'urbanisme, c'est le départ des Russes correspond à l'arrêt d'une réflexion de construction sur les services urbains. Et depuis le départ des Russes, aucune pensée urbaine, et au contraire, des constructions par des seigneurs de la guerre d'une ville qui va s'étendre, voire monter sur le relief. Et donc un besoin de faire une ville, l'extension de cette ville, avec une partie nouvelle, qui puisse être soutenable à plus d'un titre. Donc c'était une ville jumelle de Kaboul, à quelques encablures de la Voilà, ville. c'est interconnecté, simplement séparé par l'actuel aéroport et un relief. On voit là sur cette image, la Kaboul actuelle est en gris et le projet est la partie plus verte. Et c'est séparé par? C'est séparé par une série de reliefs de petites montagnes et avec un passage quand même qui permet de faire la jonction entre les deux entités urbaines. Alors, je le disais tout à l'heure, cette ville, elle a une centralité qu'on devine ici, et le rôle de l'eau y est fondamental. Est-ce que tu peux expliquer comment, on a écouté Sarah Kamalvand à l'instant, là, qui nous disait aussi l'importance de l'eau en Iran, mais on est aussi sur des mêmes types de problématiques en termes climatiques. Comment ça se passe, Kaboul? Alors effectivement, l'Iran et l'Afghanistan des proximités, déjà en partie linguistique. Donc là, on voit le site. La culturelle, c'est une culture urbaine, et aussi de paysages et topographiques, et des contraintes et des atouts. On retrouve ce que disait Sarah, par exemple, un des éléments importants, le jardin unité de la ville, eh bien, le jardin unité de la ville est tout à fait un des sujets sur lesquels on a travaillé. On est parti, là on voit la topographie
du terrain, la ville de Kaboul en dessous, et cette ville qui s'appelle Dezabs, ou cette extension, Dezabs qui est au-dessus, dans une forme de triangle entouré de montagnes. Et le travail est parti effectivement sur la topographie. Si je vais essayer de raconter 2-3 choses à partir de l'eau, effectivement, la première réaction, c'est de dire Kaboul, il y a une rivière qui traverse la ville, donc qui produit de l'eau, qui permet d'avoir de l'eau. Et ce terrain, Dezabs, 30 mètres au-dessus, 30 mètres on peut dire c'est pas beaucoup, surtout à l'échelle des paysages là-bas, mais c'est énorme pour l'eau. 30 mètres au-dessus n'a pas d'eau, naturellement. N'a pas d'eau permanente par une rivière. Mais, et comme l'a dit Sarah, on est à proximité de montagnes et on va pouvoir récupérer de l'eau, notamment des montagnes qui vont avoir une grande utilité. Et il y aura toute une stratégie d'abord autour de la topographie, mais la topographie, l'eau, c'est souvent lié, qui vont nous amener à dessiner cette ville en prenant en compte aussi des aspects culturels. On a travaillé avec des ethnologues, les 100 livres, c'est leur nom, pour définir la géométrie de cette ville et qui s'appuie sur la topographie, comme on le voit là, et autour d'un jardin, d'un grand jardin, on va appeler plutôt un peu parc, plutôt. Il y avait une référence bien sûr au Central Park à New York, parce que là, on a travaillé sur les deux aspects. Vous parliez que l'image, disons, d'une culture américaine et puis d'une culture ancestrale, on a travaillé bien sûr sur les deux. Sur une culture ancestrale qui est autour notamment de l'eau, notamment d'un certain type d'urbanisme, notamment de la culture du jardin et de la centralité vide, ce qui est important, et puis aussi sur des images qui sont liées au monde contemporain comme Central Park. Mais là, on l'a réinterprété en manière de centralité vide. C'est pas moi qui utilise ce vocabulaire là-bas, c'est Roland Barthes, qui différencie une approche urbaine, on va dire occidentale, européenne ou nord-africaine, autour d'un centre plein, c'est-à-dire la place du marché, la place de la cathédrale ou de la mosquée aussi principale, et dans le monde plus oriental, qui commence effectivement à l'Iran, l'Afghanistan et jusqu'à la Chine et le Japon, où le centre vide, en l'occurrence là un jardin, fait lui aussi l'unité. Mais c'est plus loin, c'est la cité interdite. Donc c'est un élément de structure par rapport au centre, et le deuxième par rapport à la périphérie, les montagnes qui définissent la géométrie et une capacité de récupérer de l'eau pour irriguer. Vous voyez toute la ceinture verte, ce sont des cultures vivrières. Là on en a dans ce qu'on appelle maintenant les circuits courts, on n'employait même pas le mot à l'époque, il y a quelques années, pour pouvoir participer, bien évidemment pas la totalité, à nourrir la ville. Voilà le plan qui était le plan directeur. Il faut le lire non pas comme étant ce qui va se faire, parce que contrairement à l'architecture où ce que l'on dessine, on se bat pour que ça soit exactement réalisé comme ce que l'on l'a conçu. Une ville, on sait très bien que les vicissitudes du temps, les évolutions politiques, économiques et autres vont dévoyer un projet initial. Bien évidemment, ici, comme ailleurs, ça n'a pas manqué. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez simple, d'assez presque logotypique, de manière à donner des directions avec quelques idées simples. Ce parc central, cette périphérie verte qui va recevoir l'eau des montagnes, qui pourrait irriguer des champs, et une structure intérieure qui est basée également qui utilise aussi l'eau, un élément qui sont ces ravines, en fin de compte, qui sont très souvent sans eau, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une eau permanente, mais ces ravines découpent, scarifient le terrain, déjà le marquent en termes de topographie, et puis également, quand il y a un orage, elles irriguent ce terrain, mais l'eau arrive, s'en va, comme on est un peu au-dessus, disparaît. Et tout le travail a été autour de ces ravines, comment faire en sorte d'en profiter, c'est-à-dire de pouvoir récupérer de l'eau et qu'elle ne parte pas, qu'elle s'en aille pas, en l'occurrence au Pakistan, trop vite, mais de pouvoir récupérer déjà cette eau pour une utilisation urbaine qui en a besoin de beaucoup. Donc c'est là où on a commencé à réfléchir avec
les ingénieurs, les paysagistes dans l'équipe et les urbanismes à la notion du cycle de l'eau. Parce qu'une ville consomme, l'activité humaine dans une ville consomme énormément d'eau. Et et la proportion d'eau potable dont on a besoin, elle est relativement faible. Alors on ne s'en rend pas compte dans nos pays en Europe, parce qu'en France, en tout cas, 100% de l'eau courante, ou 99,9% de l'eau courante, c'est de l'eau potable. Et donc avec cette eau potable, on fait tout. Bien sûr, on se nourrit, mais on se lave, mais on lave des objets, des voitures, on lave les rues, et on irrigue, on peut irriguer de l'agriculture urbaine, il y a de l'industrie qui tourne dessus, etc. Donc c'est des litres et des litres, 180 litres à peu près, qui sont consommés par jour et par personne. Et donc là, à partir des contraintes du site, il n'y a pas d'eau à la base, sauf elle disparaît vite, et des opportunités du site. Il y a des montagnes autour, il y a quand même ces ravines au milieu. On a réfléchi à un cycle de l'eau qui va d'abord gérer ces ravines. On retrouve là, parce qu'on est dans le même environnement culturel, la culture des canates, qu'on va revisiter. Il y avait des canates ? Il y a des canates en périphérie. En périphérie. Mais là, il y en a, parce qu'il y a quelques... Alors, le territoire, je ne l'ai pas dit, comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. C'est aussi un autre avantage. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'installer à la place d'une agriculture, sauf justement un peu en périphérie avec quelques villages. Et donc, il y a quelques villages qui préexistent, qu'on a intégrés du reste dans le plan, et qui avaient des canates. Je suis allé en voir là-bas dans le sud du terrain. Et donc, on est parti sur cette logique, et surtout de la notion de régulation de la récupération, puis de la régulation de l'eau, pour recycler. On a rajouté à cela une autre notion, qui est la notion de la phytogénération. C'est-à-dire que c'est une ville urbaine, tout ne sera pas, je reviendrai peut-être dessus, mais tout ne sera pas, et tout ne pourra pas être, et tout ne devra pas être en terre crue, en pisé, pour différentes raisons. Donc c'est une rue urbaine avec qui a vocation à avoir des chaussées en enrobé, etc., avec du bitume par terre, donc avec de l'eau qui peut se souiller, et en tombant sur les toits, sur les voiries, etc. Plus qu'il y a quelques siècles. Et donc nos ravines réaménagées, qui ont une pente naturelle bien évidemment, avec des jardins et avec des plantations qui vont permettre de régénérer, purifier l'eau qu'on va récupérer, de l'eau de ruissellement, qui viendront peut-être un peu moins de canates, un peu plus de réseaux contemporains, mais qui auront circulé, qui auront pu se souiller. Et cette eau, on va la réutiliser, on va la garder, on va l'utiliser pour créer ce qu'on appelle un cycle vertueux, où à partir effectivement de l'eau de pluie, tout commence par l'eau de pluie, une partie va suivre ce cheminement qui est sur le schéma vert, c'est-à-dire avec une récupération, de la phytogénération progressive, et puis ensuite un stockage. Une partie de l'eau de pluie qui va être récupérée pour faire comme de l'eau potable, parce qu'on en a besoin. Mais donc, et cette eau potable, elle va être utilisée bien sûr par l'activité humaine, et ça va fabriquer aussi, l'eau potable fabrique aussi des eaux usées, qui elles-mêmes vont être retraitées et vont fabriquer en tout la somme des eaux de pluie phytorégénérées et ces eaux usées traitées vont fuiter ce qu'on appelle des eaux grises, qui ne sont pas propres à la consommation humaine, mais qui sont propres à une multitude d'activités urbaines, d'irrigation, de culture, pour les plantations, de nettoyage, de sécurité incendie, etc., etc. Donc et le cycle de l'eau, il est important, bien évidemment, en termes économiques, en termes de consommation d'eau, de protection des ressources. C'est une préoccupation qu'on a tous, j'espère, maintenant, qui est importante. On peut dire que c'est fondamental en Europe, mais là, ce n'est pas fondamental, c'est tout simplement vital. Parce qu'on ne va pas inventer de l'eau, il n'y a pas les capacités financières en énergie, en eau, d'amener avec des distances très importantes de l'eau. Donc ce cycle est important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi structurant. Dans la ville, il structure la géométrie de la ville, parce que c'est
ces ravines réaménagées forment ce qu'on voit là en image de synthèse, avec des petits barrages, et puis des endroits dans lesquels on va mettre des pépinières. À gauche, à droite, ça va être des pépinières qui vont permettre de faire pousser les arbres qui seront ensuite réinsérés dans la ville qui va se construire progressivement. Mais en même temps, ça sert donc de pépinière, c'est une utilité, puis c'est aussi une utilité sociale, de lieu de rencontre, de jardin. Le jardin est très important dans la culture afghane et de la région, et ça va aussi créer ce lien dans la ville, parce qu'il y a le cercle, le grand parc central, mais toute une série de ces ravines réaménagées, on va dire, qui vont structurer la ville. On le voit là, un zoom sur une partie du plan où on voit une de ces ravines réaménagées qui traversent les quartiers, où on a voulu conserver sa présence. D'abord parce que leur présence, il y en a des dizaines et dizaines, bien évidemment, elles ont choisi le meilleur chemin possible et imaginable pour l'eau. Et on a décidé que ce cheminement de l'eau primait sur le dessin de la ville, là, qui est parti sur une trame assez simple, mais qui primait dessus. Et qui allait vers ils vont tous vers le parc central, puisque le parc central est le point bas également. Et dans le parc central, il se passe quoi? Alors dans le parc central, il y a ce fameux stockage d'eau grise, parce qu'il y a un bassin qui se crée naturellement d'une certaine façon. Et puis il y a quelques villages, on en voit un qui sont conservés, parce que comme on est plutôt en point bas, il y a un peu d'eau, il y a un peu de village, il y a un peu d'installation humaine, disons traditionnelle, qui s'est émise. Il y a aussi de la production d'énergie solaire, avec une centrale à production à proximité des besoins, en limitant les pertes en ligne. Il y a un zoo, parce que c'est très important dans la culture et notamment dans l'histoire de Kaboul, parce que le zoo, malgré les guerres, a été conservé au maximum. Même les talibans, je crois, ont supprimé il y avait des sangliers. Ils ont été supprimés, mais ça a été conservé. C'était quelque chose d'identification très importante pour Kaboul, et aussi un lieu d'agrément, et ponctuer cet élément central par c'est un triangle, 3 pôles: un pôle cultuel, un pôle culturel et un pôle sportif, qui participent aussi à l'unité de la ville. Donc on a associé la géométrie dans la topographie à l'usage. Donc, quand on a travaillé sur le projet, bien évidemment, l'analyse, parce qu'on pourrait dire, même si on a travaillé avec des Afghans, des amis afghans, même si on a travaillé avec des ethnologues européens suisses en l'occurrence, qui travaillaient beaucoup sur la région, on se doit d'analyser une culture urbaine et d'essayer de la comprendre. Et donc, les enquêtes qu'on a faites, là on a eu la chance, on a pu se déplacer, voir pas mal de lieux et travailler avec ces spécialistes, essayer de comprendre quelle était la structure urbaine de base. Donc, même si on fait une ville contemporaine, avec des enjeux contemporains, avec une taille aussi importante, de 3 millions d'habitants, on a travaillé à partir des structures urbaines préexistantes. Et là, ça c'est un des villages qui existe sur le site, qui est conservé, mais on retrouve le village, on retrouve une traversée du village qui correspond aussi à un cours d'eau, pas un cours d'eau, mais un cours d'humidité qui crée une plantation, un travail dans la linéarité. Contrairement, nous, à ce que l'on peut connaître, il n'y a pas de notion de place, telle qu'on peut l'imaginer, ou de maille véritablement. On est plus dans la linéarité, et également pour les rues commerçantes et les lieux de rencontre et d'échange. Et puis, on retrouve une structure très quadrangulaire, traversée par cette nature verte et bleue, comme on dirait maintenant, et avec un village sain de culture vivrière. Alors, on a repris ça à une toute autre échelle, mais en restant dans ces mêmes logiques, en partant sur une structure urbaine, disons, plus contemporaine. Et tu dirais que c'est une ville
contemporaine. En quoi elle est contemporaine, cette proposition, puisque tu ne cesses de nous expliquer qu'elle est respectueuse du site, elle s'inspire du site, qu'elle s'inspire de ce qui existait. En quoi c'est une ville contemporaine, moderne, enfin, choisis le mot qui te conviendra. En quoi c'est une proposition ou en quoi c'est au contraire peut-être quelque chose de finalement une approche très classique dans la composition urbaine et que ce qu'il y a de moderne c'est simplement notre époque et que le fait que peut-être ce sont des architectes étrangers qui sont amenés à venir travailler là puisqu'avant les villes se construisaient avec les savoir-faire et les ingénieries locales. Alors, je différencierais des contemporaines et modernes. Justement, la ville contemporaine peut travailler avec la topographie, avec une approche, disons, culturelle, avec historique, alors que la ville, ce qu'on pourrait qualifier la ville moderne, dans le sens du mouvement moderne. Voilà, du mouvement moderne. Du mouvement moderne autour de la Charte d'Athènes, qui est né au début du XXe siècle. Ce mouvement s'inscrivait et le plan voisin de Paris en est même s'il n'a pas été réalisé, est une illustration assez flagrante et caractéristique. De Le Corbusier, effectivement, justement volontairement et de manière totalement assumée par une négation d'un cadre historique et d'un cadre topographique au bénéfice de la prise en compte d'une évolution de la société. Là, dans le travail que nous avons fait, ou dans le travail qui peut se faire dans la ville contemporaine, l'objectif est de rejoindre, sans les opposer, une approche qui prenne en compte, qui est une approche, comme l'a décrite Sarah, un environnement, le vent. Je ne parlerai pas du vent là, mais on peut parler beaucoup de choses, mais on parler plutôt de l'eau, de la topographie, des matériaux. Donc prendre en compte cela. Tu voulais revenir sur les matériaux et sur la pisée. Alors, et justement, effectivement, matériaux pisés, un des aspects contemporains, c'est la quantité, c'est le nombre. C'est une ville de 3 millions d'habitants. C'est un marqueur de l'actualité. Il n'y a pas de ville de cette échelle-là historique, ancestrale. Je ne sais pas, Yatz, combien c'était aujourd'hui, c'est 1 million, mais il y a 2 siècles, c'est 40 000. 50 000, je dirais. Oui, c'est ça. C'est cette échelle. Donc, on a changé d'échelle. Donc, ça change quand même beaucoup de choses pour nous. Ça, c'est contemporain. Voilà, ça, c'est une donnée contemporaine. C'est une donnée contemporaine. C'est une donnée contemporaine. Et une autre donnée contemporaine, c'était à un moment donné, et Sarah l'a dit aussi, une rupture par rapport à l'histoire, où il y a des pays qui ont presque méprisé leur histoire et leur culture. C'est pour ça qu'on a travaillé avec les ethnologues avec qui on a travaillé, on a travaillé avec des Afghans qui avaient une culture, mais les ethnologues suisses, en l'occurrence, ont recréé une vision de l'histoire et une vision des usages qui s'étaient perdus. Alors, c'est vrai, pour répondre à ta question, il y a un usage qui ne s'est pas perdu à Kaboul, et on l'a vu en Afghanistan, c'est la construction en terre crue. Et c'est très impressionnant, du reste, de voir une maison, j'ai eu la chance de voir, assez haute, assez haute pour à peu près 6-7 mètres de haut, se monter sans aucune grue. Avec tout un système de balanciers, avec des personnes étagées, et ils montent la terre, comme ça, en se les balançant progressivement, et très très rapidement, et de manière très impressionnante. Ça monte, et puis il y en a un là-haut qui met la terre, et puis ça... Dans un coffrage également redescend. Dans un coffrage, comme à Yatz? Alors, il y a des coffrages, effectivement, de 80 cm en terre. Oui, et on voit du reste les trous qui correspondent presque aux trous de banche nos coffrages béton qui sont importants. On s'est dit, alors bien sûr, un architecte européen est fasciné par cela. C'est un savoir-faire constructif. C'est un rêve de construire en terre. On a vu quelques constructions. Dans le sud de la France, il y en a quelques-unes. Dans les Cévennes, des mouvements écolos l'ont construit, en Corse, etc. Des choses très belles. Et au départ, on s'est dit, tiens, on va construire, on va faire la ville. C'est posé 2 choses. L'une, la perception, la demande du gouvernement afghan est dire on veut une ville moderne, on veut que ça soit moderne, on ne veut pas retomber dans une image archaïque. Ça, c'était une chose. Bon, ça, j'étais prêt à essayer de les convaincre. Quelque chose. La ville vitrine de la modernité. Voilà, ils voulaient. Il y avait une volonté, il nous faut une tour. Bon, vous voyez, on ne l'a pas tellement mis, mais il y avait une volonté. Il y a ça.
il ne faut pas le mépriser parce que ça fait partie de l'acceptation de la ville par les gens qui vont y habiter. Il faut être fier de sa ville aussi. Mais il y avait aussi surtout un élément très important et très pragmatique, c'est que construire une ville pour 3 millions d'habitants en terre, eh bien, on n'aurait plus eu de terre vivrière et on appauvrissait complètement les sols et ça aurait été assez dommageable en réalité d'un point de vue environnemental. Ce qui est acceptable à une échelle de quelques milliers d'habitants ne l'est plus à l'échelle de quelques millions d'habitants. Voilà, ça c'est un aspect du caractère contemporain qu'on doit prendre en compte. Alors, il y a bien évidemment d'autres aspects. L'énergie, il faut distribuer de l'énergie, ce qui n'est pas. Et puis, si on revient sur l'eau, il y a un autre aspect, c'est dans le cycle de l'eau. Récupérer l'eau, là, donc il y a une culture pour la récupérer, mais la gestion de l'évacuation de l'eau usée, par contre, ce n'est pas une culture ancestrale. Et là, on va dire, on a toute une partie là, dans le schéma que je vais montrer, toute la partie en amont s'appuie sur une culture, s'appuie sur une topographie et des capacités et des contraintes du site, mais toute la partie aval, avec du reste une usine de retraitement, ça qui est très contemporaine, c'est de la technologie, s'appuie au contraire sur des techniques et des besoins contemporains, et pas sur une culture, parce qu'il y a beaucoup moins la culture de la récupération de l'eau. Voilà. Commentaire sur cette image ou non? Voilà, ça c'est pour simplement se visualiser l'ensemble autour du parc, autour des 3 axes de stabilité, d'unité urbaine, la mosquée, le centre sportif, le centre culturel, la ceinture agricole, et la connexion avec Kaboul, et puis une partie aussi contemporaine, c'est comment on va nourrir une ville de 3 millions. Comment on va gérer l'échelle. Alors ça, c'est très important et le parc participe à cela. Je fais 30 secondes sur l'échelle. Il faut pouvoir sortir de la ville facilement. Il faut pouvoir changer, en tout cas, de cadre. On peut travailler sur des villes avec un nombre important de population, mais il faut qu'un individu à pied, en faisant quelques centaines de mètres, puissent connaître une rupture dans la ville. On le connaît sans trop s'en apercevoir à Paris. Alors si on prend Paris historique, en prenant le Marais, la place des Vosges, ça crée une rupture dans un tissu hyper dense, ça crée une sous-densité avec une définition géométrique très claire, qui du reste aussi est là pour montrer la force et le pouvoir du roi, mais également l'unité culturelle. Et on peut passer rapidement d'une très grande densité, parmi les plus fortes du monde, à une très faible densité, à une échelle évidemment on va dire d'un quartier. À une autre échelle plus grande, il y a bien évidemment, on peut aller jusqu'aux les parcs qui à Londres ou à Paris ont permis de créer ces ruptures qui ne sont pas simplement à voir sous l'œil hygiéniste, qui sont trop souvent présentés comme tels. C'est aussi dans une vision plus anthropologique par rapport à un besoin humain où l'homme et la femme, avec un grand H, désolé. Et tous les autres genres. Voilà, et tout le monde. Mais l'humanité, on va dire, le genre humain, peut avoir une ville dense, peut vivre dans une ville dense, doit même vivre dans une ville dense. Vous avez dit très justement que une évolution contemporaine, c'était sur une extension, sur une dilatation de la ville, avec une baisse de la densité. On retrouve au Japon, en Chine, en Afghanistan, en Iran, en Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Europe, on retrouve à peu près dans la ville traditionnelle la même densité qui tourne autour. Quand on prend la ville, parce que souvent on mélange ville, unité politique, etc. Mais dans la ville au sens constructif du terme, une densité proche de 20 000 habitants au kilomètre carré. On retrouve ce chiffre. Alors on peut ponctuellement monter très haut, comme dans le 11e arrondissement, à 60 000 habitants au kilomètre carré, mais c'est l'essentiel. Quand on tombe à Ho Chi Minh Ville,
qui connaissait cette densité de 20 000. En périphérie, où on le divise presque par 10, où on est à 3 000 habitants au kilomètre carré, là on est dans un monde moderne autour de la voiture, mais on n'est pas dans le contemporain, c'est-à-dire par rapport aux besoins de la protection de l'espace agricole et de la consommation d'énergie maîtrisée. Donc il faut vivre dans une ville dense. Mais la densité ne doit pas être celle de l'étouffement ou de la congestion urbaine. Et pour ne pas être le lieu de la congestion urbaine, alors qu'il y a densité, il faut qu'il puisse y avoir rupture de l'espace urbain. Le jardin urbain qu'on retrouve dans ces cultures fait partie, ou nos places font partie de cette notion de rupture. Et là, mais il y a une histoire de notion de distance pour pouvoir y accéder. Et là, dans la ville, la couronne autour du parc central, qui est assez grand certes, mais est faite et dimensionnée de manière à ce qu'on puisse rejoindre cette, même s'il y a des sous-ruptures à l'intérieur, hein, mais ces grands moments de rupture, soit centrale, soit la périphérie, la ceinture agricole, assez rapidement. Même à pied, et où tout est basé aussi sur une même si il est prévu, et il y a des transports en commun, bien évidemment, à Kaboul, hein, c'est pas un RER, mais c'est un... même s'il est prévu ça, il faut pouvoir accéder à pied à un certain nombre de lieux où on quitte la ville, on a l'impression de quitter la ville. C'est ça. Voilà, pouvoir quitter la ville. Et c'est le même raisonnement, même pour pouvoir accéder à l'école, à ce moment-là. Merci Laurent Marc pour cette présentation. Jean-Philippe Pierron, on vient d'écouter deux interventions sur deux exemples de villes qui ont un rapport avec leur milieu, un rapport au sol. Je sais que ce rapport au sol vous est cher. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer en quoi c'est important pour vous que les établissements humains aient un rapport au sol, j'allais dire, de qualité? Et puis il y a une deuxième question qui me vient aussi en écoutant Laurent Marc en parlant de ces densités de population. Aujourd'hui, le phénomène urbain touche des millions d'habitants. Est-ce que cette question du nombre, de cette concentration humaine, vient aussi perturber parfois la quantité, vient perturber la qualité et vient détruire, en tout cas réinterroger un certain nombre de valeurs ou en tout cas de principes qu'on avait admis? Est-ce que cette question de la quantité, qui est aussi la réalité de notre époque, hein, notre espèce humaine aujourd'hui, on est plusieurs 7 milliards et ça ne cessera de croître a priori, même si on prévoit à 2100 une rupture, comme nous le rappelait le rapport du Club de Rome. Est-ce que cette question de la quantité, elle vient pas finalement brouiller énormément tout ce que l'on croyait savoir, notamment sur la question des rapports au sol? Mais venons peut-être d'abord à ces villes ancrées quelque part. Oui, je commencerai par dire qu'il n'y a pas eu 2 interventions avant moi, il y en a eu 3. Et je crois que c'est nécessaire qu'il y ait eu 3 interventions. La première étant celle d'un slam avec un violoncelliste. Parce que entre ce qu'on vient d'entendre sur la question de pluraliser les rythmes à l'intérieur de la traversée de l'espace urbain pour multiplier les expériences sensibles, et finalement le travail du musicien slammer de l'autre qui travaille sur une poétique du sensible, je crois que c'est le même enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, ça me paraît décisif que ce qu'on a entendu slammer tout à l'heure n'est pas décoratif par rapport aux questions dont nous sommes en train de parler, parce que précisément, il est question de comment, et c'est ça le slam, c'est comment on construit une sorte de prose du sol dans le rythme, j'allais dire, de son pas de danse, par exemple. Alors, donc à partir de là, pour moi, donc la question, c'est quand on fait une ville. Moi, je suis extrêmement impressionné, bien évidemment, par tout ce qui vient d'être dit. Et pourquoi donc, impressionné? Pourquoi impressionné? Parce que je me dis avoir comme responsabilité d'avoir à dessiner une ville pour 3 millions de personnes, donc pour un temps très très long. Comment pas être écrasé en fait par cette charge
du moins si on considère qu'il ne s'agit pas simplement de faire du business. Hein. Et donc, comment ne pas être écrasé par cette charge, compte tenu du fait qu'effectivement, l'enjeu de ce que signifie pour nous habiter, c'est un enjeu qui traverse nos existences comme personnes, comme collectif et comme immense collectif lorsqu'il s'agit de grandes villes. Donc, ce qui fait que, effectivement, ce que je trouve intéressant dans le fait que comment aujourd'hui les agences d'urbanisme travaillent avec des anthropologues, des ethnologues, qu'est-ce que ça nous dit de ce que c'est que bâtir, si ce n'est qu'effectivement comment on réinsuffle plus qu'il est possible, du sensible, via la réarticulation finalement de l'architecture avec ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, plus globalement. Enfin bref, on réinvente un autre modèle de théorisation et de construction parce qu'on voit très bien que ne pas en tenir compte est facteur de souffrance, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu, finalement, essayer de pouvoir dessiner la ville du point de vue de celui qui la traverse de façon sinueuse, comme il a été dit en suivant le trajet de l'eau, ça rejoint en fait ce qui s'est dit tout à l'heure. Alors c'est là que je reviens donc, sur la première question que j'ai pas oubliée. En fait, cette question en fait, du sol, c'est une question qui est compliquée, parce que, mais elle dit quand même d'abord une première chose, c'est que finalement, la ville, c'est à la fois de la police, au sens politique du terme, et c'est de l'URPS. Autrement dit, c'est une façon d'investir de la spatialité dans l'histoire, puisqu'au fond, on a parlé beaucoup d'espace, mais progressivement, depuis tout à l'heure, on voit très bien que c'est un espace dont les déclinaisons, dans les investissements, dans les manières en fait, de l'habiter, justement, en fait, ne fait pas l'économie de l'histoire. Et donc, la question en fait, du sol, pourquoi elle est importante ? Il y a un premier aspect peut-être, c'est d'abord de dire que alors le sol, c'est tout le problème de qu'est-ce qu'on met sous la question du sol. Le sol dont il est question ici, c'est pas l'objet du pédologue, qui étudie en agronome la qualité en fait, des sols. Ce dont il est question, c'est ce que signifie pour nous le sens de notre être là, pour le dire comme ça. Et donc, dire ça, c'est dire qu'effectivement, ce dont nous nous démarquons, ce qu'on peut appeler la ville moderne, en ce sens-là, c'est que la ville moderne pense le sol en géomètre. C'est-à-dire, en fait, une réalité métriquement comptabilisable, envisageable. Bref, pense le sol, non pas comme un sol, mais comme un local qu'il s'agirait d'investiguer. C'est finalement le geste de l'architecte habité par la figure de l'équerre, quoi. Un espace qu'on géométrise. Mais finalement, cet espace géométrique, c'est un espace sans qualité. Or, la question du topographique, dont il a été, qui était fait question tout à l'heure, en fait, ce qu'elle redit, c'est qu'effectivement, repenser le sol, c'est revenir en amont d'une distinction qui est effectivement très moderne, très cartésienne, pourrait-on dire. Pour nous, les modernes, c'est le XVIIe siècle, on n'a pas la même temporalité, mais c'est pas très très grave. Donc en fait, cette grande distinction en fait des modernes, c'est de penser effectivement que l'espace et nous, c'est pas nous. C'est-à-dire que pour le dire autrement, on a tous été, je pense, auditeurs compris, marqués par nos cours d'histoire-géographie, et de géographie plus particulièrement, qui faisaient une distinction, qui font toujours une distinction entre la géographie physique d'un côté et la géographie humaine de l'autre, comme si d'un côté, donc, il y avait un contexte, un cadre, une espèce de décor, et puis les investissements par les humains qui vont écrire sur ces espaces, une géographie, une écriture des espaces. Mais au fond, nous ne vivons pas les espaces comme séparés. Il y a un géographe heideggerien, de ce point de vue-là, qui s'appelle Augustin Berg, qui a beaucoup travaillé, lui, plutôt sur le phénomène urbain japonais en particulier, donc qui parle en fait d'écoumène, où il a un terme un peu plus technique, il dit trajectivité, peu importe le vocabulaire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire en fait qu'on n'est pas dans l'espace comme on pose un stylo sur un objet. Nous sommes capables d'espace. Qu'est-ce que c'est qu'être un humain dans l'espace? C'est être capable d'espace, c'est ouvrir l'espace. Ça s'appelle la chorégraphie. Cette personne qui va se balader dans la périphérie de Kaboul et qui fait une trajectoire, dans son déplacement, en fait, il le chorégraphie. Et donc, qu'est-ce que c'est que le sol ? C'est l'autre nom de cette entente singulière, spécifique, de l'humain avec son milieu.
mais qui veut dire par conséquent qu'effectivement, construire à Kaboul ou construire dans les villes iraniennes ou construire en France, on peut avoir des compétences techniques qui sont, elles, isonormables et qui de cette façon sont délocalisables parce qu'elles sont indifférentes à leur contexte, mais précisément un système technique, c'est la conscience en fait du rapport singulier qu'elle noue avec son contexte. La canate dont on a parlé, elle est une forme de poésie aussi, alors de l'eau plutôt que du sol. C'est une infrastructure, c'est le fruit d'une rationalité, la canate. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que je savais qu'on allait arriver à vous et qu'on allait questionner cette rationalité. Mais on sent bien que c'est très lié. Mais c'est une rationalité et une poétique à la fois. On va dire qu'il y a la rationalité et l'imaginaire. Il y a les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, un dispositif technique, pour n'être pas abstrait, parce qu'effectivement, ce qui a été évoqué, c'est qu'on a pu, pendant des dizaines d'années, exporter des modèles de fabrique de villes clés en main, indifférentes à leur contexte. Et on continue. Et on continue, en disant, finalement, on peut s'affranchir de la question du rapport à l'eau, du rapport à l'air, du rapport au soleil. On aura nos systèmes techniques abstraits. Mais précisément, qu'est-ce que c'est finalement une canate ? Ou bien ce qui est en train de s'inventer autour de l'accompagnement en fait de cette eau qui sinue dans cette ville de périphérie de Kaboul. C'est ce qu'un philosophe qui s'appelle Simondon, en fait, il parlait de ce qu'il appelait les systèmes techniques concrets par opposition aux systèmes techniques abstraits. Un système technique abstrait, qu'est-ce que c'est ? C'est la réponse technique à un problème qui ne serait que technique, indifférent à tous les contextes. Par exemple, un aéroport. Si vous voulez que ça fonctionne, un aéroport contemporain, il faut qu'il y ait le moins de parasites possible. Et donc, pour faire ça, vous contrôlez tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Il ne faut pas qu'il y ait de volatiles, il ne faut pas qu'il y ait de quadrupèdes non contrôlés. Enfin bref, vous imposez les normes du système technique au milieu. Et ça, effectivement, ça s'appellera une emprise sur le sol. Bon. Un système technique concret, lui, il ménage son rapport au sol. Il le ménage, il ne fait pas que l'aménager. C'est la question du soin. Et de cette façon, c'est la question que j'avais envie de poser, moi, sur pourquoi ces canates sont disparues. Ce qui a disparu avec elles, c'est le caractère concret du système technique, qui fait qu'un système technique, il est fait d'une multiplicité de gestes d'attention qui, au jour le jour, le maintiennent en bon fonctionnement, en étant attentif au ruissellement de l'eau, aux odeurs, au vent, au système de ventilation. Bref, un système technique concret, il se situe précisément dans une entente propre du contexte, du dispositif technique avec son milieu. Il ne lui impose pas que ses normes, il les intègre dans ces normes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la question de la linéarité de la ville afghane qui suit le cours d'eau. C'est comme s'il y avait une agentivité de l'eau. C'est-à-dire que l'eau n'est pas simplement un liquide dangereux, inquiétant, qu'il faut gérer, soit pour l'évacuer le plus vite possible, à la manière des villes imperméables qu'on a fabriquées en Occident, ou bien qu'il faudrait paysager de temps en temps parce qu'elle nous plaît. Elle a une forme d'agentivité. Et donc, comment en tenir compte ? Donc voilà, donc ça c'est sur le premier aspect. Alors sur le second aspect, alors là c'est monstrueux comme question. C'est monstrueux, mais c'est aussi notre réalité. On peut la laisser pour tout à l'heure. Oui, on n'est pas obligé d'y répondre maintenant, mais cette question du nombre, cette question de la masse qui réinterroge les savoir-faire constructifs, qui réinterroge aussi la pertinence de certains systèmes techniques qui avaient fait leur preuve en termes d'adéquation au contexte et à des établissements humains, à la géographie, à tout ça. C'est ça que ça réinterroge, mais on peut y réfléchir un petit peu, laisser ça de côté sur notre cerveau et y revenir tout à l'heure, si vous voulez. Oui, enfin, je veux bien qu'on en rediscute. Mais je peux aussi en dire quelque chose, mais il y a une chose qui m'a frappé aussi dans les deux interventions, enfin dans les trois interventions, mais plus particulièrement celle qu'on vient d'entendre. Quoique dans le premier texte, on a parlé en fait de Vauban et de comment Vauban pense les remparts, mais comment il n'a pas pensé les remparts fait pour une eau qui déborde lorsque, avec le réchauffement climatique, soudain les eaux montent du côté en fait de Saint-Malo. Mais oui, donc ce qui me frappait en fait dans les exposés en fait précédents, c'est le type d'anthropologie qui sont derrière. On a commencé par la figure du jardin, on a fini par la figure du jardin, mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement le même. Ou plus précisément, c'est le même mot, mais je ne suis pas sûr qu'on parle de la même réalité. Et entre les deux, il y a un autre jardin qui serait peut-être le jardin à la française. Bon. Dans le cas en fait, qui a été présenté
des Qanates et de la vie Par Sarah Kamalvand. voilà, de la vie iranienne, on est dans un contexte qui est zoroastrien, et donc qui dit que nos manières en fait de penser, de se rapporter comme humain et comme vivant à la nature et au sol, eh bien, il n'est pas dans le modèle naturaliste occidental, pour faire court, qui lui a construit une opposition franche et massive entre la nature et la culture. Le modèle qui a été évoqué, c'est ce que vous avez très, très bien rappelé tout à l'heure, hein, c'est cette idée du microcosme comme expression du macrocosme. C'est ce que l'anthropologie d'un Descola aujourd'hui appellerait finalement le modèle analogique. On a ça dans les villes chinoises, au fond, les anciennes villes chinoises. Ce qui est intéressant, c'est que même dans la ville dont on a parlé, en fait, on a des empilements en fait, d'anthropologie. C'est qu'il y a l'anthropologie de la ville zoroastrienne, sur laquelle se rajoute la ville moderne, et peut-être celle d'aujourd'hui avec les questions écologiques. Bref, donc on a eu ce modèle-là, le modèle d'un microcosme qui se pense comme un macrocosme, mais on n'a pas vu le tour de la ville. Effectivement, vous l'avez dit, qui lui pense tout à fait autre chose, parce qu'effectivement, un autre modèle, le modèle naturaliste, c'est celui de la ville occidentale, ou en tout cas de la façon occidentale d'aménager la ville. Pourquoi naturaliste? Alors, naturaliste. Pourquoi on appelle ça naturaliste? Alors, c'est assez compliqué, mais disons que c'est pas que c'est assez compliqué, mais pour le dire en peu de mots. Alors, si on veut être méchant, on pourrait dire c'est naturaliste au sens des taxidermistes. C'est-à-dire qu'en fait, on fige le monde pour pouvoir mieux le contrôler, à la manière de la naturalisation en fait, du vivant, comme font les taxidermistes. Mais bon, c'est une plaisanterie, pas tout à fait. Mais on peut l'entendre dans un sens un peu plus technique, c'est qu'en fait, mais précis, c'est au fond la grande idée cartésienne, qui est de dire que si on veut comprendre la nature, on a intérêt à l'envisager, non pas en disant qu'elle est que ça, mais à la penser comme une machine à partir d'un modèle géométrique. C'est-à-dire, en fait, la nature, c'est pas vraiment nous. Mais le fait que ce soit pas vraiment nous, c'est commode de se le dire comme ça, non pas parce qu'on n'y vit pas dedans. Descartes ne dit pas, c'est pas le responsable de la crise écologique, Descartes. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on a avantage à se représenter la nature à partir du modèle géométrique, parce que ce modèle géométrique, il a un très très grand nombre de vertus, parce qu'effectivement, la nature devient calculable. Mais pour ce faire, ça suppose une nature désinvestie de toutes les partialités, de toutes les qualités affectives, sensibles, psychologiques. Et de toutes les interactions entre la nature et l'homme. Qui font qu'elle est pour nous un monde. La nature, chez Descartes, c'est plus un monde, c'est plus un microcosme ou même un cosmos. Ça devient un objet d'une réalité physique. Dont il faut se rendre maître et possesseur. Donc, voilà, comme maître. Voilà. Et en fait, nous sommes à la fois les héritiers de ça. Donc c'est avec ça que nous construisons. Et au fond, Le Corbusier, à sa manière, le fait jusqu'au délire. Un cartésien délirant. Voilà. La machine à habiter, quoi. La machination de la machine, pourrait-on dire. Et puis, de la norme, tout était mesuré. C'est ça. Et donc, la question, elle est, eh bien, quand on est à la fois habité par la mémoire de différentes manières d'habiter, ce qui est l'exemple qu'on a pris, et qu'on a à construire une ville pour aujourd'hui et pour demain, sachant les limites et les intérêts en fait de l'approche naturaliste, eh bien, il faut trouver encore une autre manière de faire. Et finalement, la question du cercle, moi je trouvais que c'était intéressant, l'image du cercle, donc du cycle de l'eau, mais avec tout ce qu'elle suppose en fait derrière, c'est une façon de rompre avec la séparation étanche, si je puis dire, de la nature et de la culture, pour inventer des porosités, de nouvelles porosités. Alors, comment ça s'appellera? Je ne sais pas. Est-ce que ça s'appelle génie environnemental? Est-ce que c'est un modèle? Enfin, bref, quel est son nom? Alors, dans les typologies Descola, enfin bref, peut-être que nous sommes en train d'inventer en tout cas un nouveau paradigme qui se sépare, qui s'éloigne du modèle naturaliste, qui ne va peut-être pas du côté du modèle, analogique, mais en tout cas qui dit qu'effectivement nous avons à réinventer les équilibres, parce que les ressources sont rares, et parce qu'elles sont rares, elles attirent beaucoup de monde, et on arrive sur les questions des migrations climatiques et des enjeux en fait de l'hyper-urbanisation. Donc en fait cette hyper-urbanisation et cette démographie qui semble sans limite viennent heurter tout ce qu'on croyait savoir sur la fabrication des villes. Il y a juste une question de vocabulaire, Sarah. Que signifie le mot Qanat, nous demande un de nos écoutants, spectateurs.
Kanat, ça veut dire quoi? Alors déjà, Kanat, il faut donc ça a donné le mot canal. Donc c'est déjà intéressant aussi de savoir à quel point le monde iranien a influencé le monde occidental, parce que on le reconnaît pas assez. Mais le mot Kanat, donc en iranien, quand on le dit, c'est ranot, c'est ré. Et donc c'est le même mot que rand, qui est sucre. Et donc en fait c'est donc si vous imaginez les tiges de canne à sucre, donc qui était en fait une tige évidée, le kanat serait viendrait étymologiquement donc de cette image d'un tube évidé. Donc ça c'est pour l'étymologie, et sinon très concrètement c'est une galerie souterraine qui va prendre l'eau à la montagne, l'eau qui descend de la montagne et qui l'amène un petit peu plus loin dans la plaine. Voilà, tout à fait. C'est une galerie souterraine d'extraction des eaux souterraines. C'est une galerie creusée à la main. Et qui a la particularité de ne pas être un objet d'un ouvrage d'art. C'est-à-dire qu'en tout cas, chez Ayadz, c'est vraiment, vous le disiez tout à l'heure, une galerie creusée dans la roche. On a des exemples d'autres kanats qui auraient été construits avec des armatures, des structures pour résister à des éventuels éboulements. Oui, alors donc le kanat, c'est un savoir-faire iranien qui a été exporté donc à deux reprises dans l'histoire. Une à l'Antiquité, quand l'Empire perse est allé jusqu'en Égypte. Donc en fait, on retrouve des kanats un petit peu partout en Syrie, en Jordanie, jusqu'en Égypte. Donc ça, c'est la période antique de l'Empire achéménide. Et ensuite, au Moyen-Âge, lors de l'expansion médiévale du monde arabe, ce qu'on appelle le monde arabe, ils ont utilisé le kanat comme dispositif d'expansion. C'est-à-dire que le kanat a été utilisé pour pouvoir construire des villes nouvelles sur des territoires qui étaient auparavant inhabitables. Donc toute l'Afrique du Nord, en Libye, au Maroc, en Algérie et jusqu'en Espagne. Donc moi, j'ai pu travailler sur les kanats de Madrid l'année dernière. Et à Madrid, les kanats sont en effet voûtés. C'est-à-dire qu'il y a une voûte en briques qui maintient la terre. Oui, parce que la structure des sols n'est pas la même que sur les plateaux iraniens. Voilà. Ok. Si on revient sur la question que je vous jette vraiment en pâture là, et vous en faites ce que vous en voulez, enfin en tout cas, j'aimerais pas avoir à y répondre personnellement, mais sur cette question justement du nombre, si on revient à cette question du nombre et de la possibilité de penser, d'avoir une pensée de l'organisation et de la conception d'une ville acclimatée à ces échelles aujourd'hui démographiques et à ce que nous impose à la fois la masse d'hommes et de femmes, d'humanité à loger, et aussi, si je veux rajouter une couche, on pourra la laisser de côté, rassurez-vous, aux migrations qui aussi vont venir se rajouter à cette problématique de la ville acclimatée pour un très grand nombre de personnes dans un monde qui est sujet à de nombreuses migrations. Laurent Marc, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu teinter le son de ta voix dans cette conversation. Qu'est-ce que ça serait quoi la ville acclimatée pour toi? Comment tu te poses la question en tant qu'architecte et urbaniste? On a vu qu'on avait une proposition finalement assez low-tech presque, hein. Enfin, des AVS, on est dans un dosage de low-tech et de on va dire de maîtrise de savoir scientifique contemporain. Mais aujourd'hui, tu apporterais quel type de réponse à cette question de qu'est-ce que la ville acclimatée dans notre contexte démographique actuel? D'abord, je vais préciser une chose et rebondir, et ça fait partie de la réponse, hein, ce que vous avez dit, qui est particulièrement intéressant et qui est peut-être passé un petit peu trop vite, inaperçu. Vous avez dit très justement, il y a eu 3 interventions en comptant le slam, donc la musique. On dit trop souvent la musique c'est l'art du temps et l'architecture et la construction, et donc la ville, l'art de l'espace. En réalité, non. Oui, c'est pas faux, bien évidemment. Mais notamment dans la ville, l'art du temps est fondamental. Et là, on construit la ville, elle se construit dans le sens global, avec la prise en compte du temps. Ce qui structure la ville, certes, il y a des places, des rues, des immeubles, des tours, des châteaux, des églises, tout ce que vous voulez, mais c'est également des rythmes, le temps. Ces rythmes, ça peut être, pour les villes qu'on connaît plus
en Europe, des cloches qui sonnent régulièrement. Ça peut être un marché hebdomadaire, mais c'est aussi le rythme de la construction de la ville elle-même. Qui crée un rythme et qui participe à la ville et à la vie également. Dans une ville trop parfaite ou un quartier trop parfait, et on en a connu, on a voulu en construire comme tel dans les années 70 en France, les villes nouvelles, c'était une ville figée. Ces villes, elles sont entre guillemets parfaites en termes de l'accès à la lumière naturelle, de nombre d'arbres, d'accès à l'époque au commerce, aux services publics, il n'y avait pas mieux. Mais elles étaient figées. Et quand à partir du moment où elles étaient figées, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus d'espoir de soi-même évoluer. Donc ça, c'est très important, la notion du temps. Et il faut la prendre en compte. Donc je reviens sur ta question. Il faut la prendre en compte, cette notion du temps, dans une ville. Et c'est d'autant plus important dans une ville avec une population très importante, puisque le temps, justement, pour la vitesse du cheminement humain, eh bien, pour percevoir la ville et pour la chorégraphier, il est le même qu'on soit dans une ville de 10 000 habitants ou de 3, 4, 5 millions ou 10 millions d'habitants. Et donc, il faut prendre en compte le temps et donc la notion de distance, et donc cette notion de rupture. Mais ce qui est important aussi peut-être en amont, c'est pourquoi tout cela? C'est pour qu'on ait un sentiment d'appartenance, qu'on partage. En fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est qu'un ensemble d'individus qui partagent le même horizon. Et ce même horizon, eh bien, il faut qu'il puisse être perçu. Alors, pas forcément perçu, justement, on ne peut pas le voir, contrairement à une architecture, à un bâtiment, mais le percevoir dans sa structure urbaine, dans son rythme, et là je reprends un vocabulaire plus effectivement presque de musique, dans son rythme urbain. Et la ville importante en termes de population va pouvoir être accepté, va pouvoir être un lieu partagé à partir du moment où on intègre cette notion de rythme. Et donc, qui va définir, bien évidemment, des espaces, des ruptures, etc. Mais jusqu'à 1 million d'habitants, ce qu'on considère, c'est qu'on arrive à faire une ville sur la base de schémas traditionnels. Quand on dépasse cette échelle, il faut repenser du fait de la taille et du fait de la dimension. On a une question qui dit, voilà, on a discuté de deux villes où l'eau était un bien rare, et sous nos latitudes, dans le contexte du changement climatique, qu'est-ce que ça pourrait revenir interroger, hein? Il y a des études qui montrent que, par exemple, la Garonne, dans quelques décennies, pourrait se retrouver quelques jours ou quelques semaines quasiment à sec. On voit bien qu'il y a on a un futur en termes d'hydrologie, en termes de production d'eau qui n'est pas très joyeux, et que nos infrastructures, et y compris nos modes de vie, nos habitudes. Hein. Tu rappelais qu'il nous fallait par personne 180 litres par jour d'eau potable. En tout cas, nous utilisons pour nous laver de l'eau potable. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas être amené, si on veut acclimater aussi nos villes au changement climatique, là on renverse la proposition, à évoluer, qu'est-ce que ça va modifier? Est-ce que très clairement, si on y est contraint, il va se passer quelque chose? Mais vous voyez comment ce futur, j'allais dire aussi intellectuellement, je veux dire, qu'est-ce que ça engendre aussi en termes de réflexion et de rapport au milieu? Jean-Philippe? Oui, je peux en dire un tout petit mot. Il y a tout un travail en fait j'ai évoqué tout à l'heure la question de la ville imperméable. Il y a tout un travail aujourd'hui en fait qui, au fond, le modèle qu'on a présenté tout à l'heure n'est pas très très loin de ça, en fait, qui parle en fait de la question de la ville éponge, en fait qui sort de la question de rapport à l'eau comme étant uniquement un problème de contrainte, enfin, ou en tout cas d'un rapport instrumental à l'eau. Et le rapport instrumental à l'eau, il est double. C'est qu'en fait, soit on l'envisage comme étant source d'un tas de problèmes, des eaux stagnantes, aux eaux qui débordent de manière violente, ou bien on instrumentalise en la pensant essentiellement comme un aimant décoratif provisoirement placé là où on a décidé qu'elle le soit. La question donc de la ville acclimatée, alors c'est vrai qu'on a la chance encore sous nos latitudes de ne pas vivre ce qu'on appelle le stress hydrique, encore qu'il peut y avoir du stress quand il y a trop d'eau dans des
pluie trop abondante comme on l'a vu ces jours derniers. Mais donc en fait, ce passage-là, il est intéressant de penser la ville éponge. Alors, on peut discuter sur les métaphores, hein, c'est bien sûr discutable, mais au fond, le biomimétisme, à sa manière, qui essaye de penser le phénomène urbain, c'est vers ça qu'il tend. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il interroge, c'est comment nos villes sont aussi des systèmes techniques. Et les systèmes techniques, c'est ça le compliqué, c'est qu'ils ont des inerties. C'est qu'en fait, ils continuent de faire vivre sur le temps très très long des manières de faire, alors que nous pensons peut-être déjà tout à fait autrement. Hein. C'est qu'effectivement, on peut présenter aujourd'hui le système des CANAT comme étant un système low-tech, qui ne se pensait pas tout à fait comme ça, hein. Mais il peut se penser, mais quelle énergie, quel temps de travail pour les mettre en œuvre, hein. De la même manière, tout le système des villes imperméables, qui consiste à dire j'achemine l'eau quand je veux pour avoir une eau facile, si je puis dire, et je l'évacue le plus vite possible avec tous les systèmes de canalisation en fait, qu'on a sous nos villes. Eh bien, ce modèle-là, donc la ville réseau souterrain, en fait, c'est un système technique qui a une inertie considérable. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de basculer, en tout cas de faire en sorte que ce système technique naturaliste, pour reprendre la catégorie de tout à l'heure, eh bien, soit dans des approches qui soient plus systémiques dans son rapport au milieu. Donc la question de la réflexion sur la rétention la plus lente possible en fait, de l'eau sous les voiries, en faisant des retentions pour comment dire, abreuver les arbres. C'est une manière en fait de les animaliser. Mais bref, il y a tout un... Là aussi, je pense que la question du dispositif technique, qui n'est pas qu'un moyen, c'est véritablement une manière de faire monde. Et donc la question de l'éponge, c'est vers ça qu'elle tend. Mais Laurent-Marc Fischer. Oui, très rapidement, parce que la question est très intéressante et très juste. Parce que quand on a commencé à travailler sur la ville de Kaboul, on s'est dit que c'est quelque chose de très spécifique et ça sera unique au monde. C'est parce que c'est un pays unique au monde, qu'un contexte unique au monde. Et en fin de compte, on s'est rendu compte progressivement du caractère exemplaire et même très intéressant et réplicable de réflexions qui sont nées du travail sur une ville, alors en plus qui avait l'avantage d'être neuve, d'être sur un nouveau terrain. Donc on partait pas d'une page blanche, parce que je dis qu'on partait de la topographie, de plein de sujets culturels, mais et ça avait un caractère presque universel. Ce travail sur des villes. Et effectivement, et l'auditeur a tout à fait raison, on peut en tirer des conclusions pour nos villes actuelles où on va quand même, il y a une question il y a du stress hydrique quand même en Europe, hein. La Grande-Bretagne, il y a du stress hydrique, il y en a un peu moins en France, il y a un problème de qualité de l'eau aussi, il y a des vrais sujets et on est de plus en plus confrontés, on va l'être, on n'en parle pas assez du reste, on parle beaucoup de l'énergie, on parle pas beaucoup de l'eau et ça va être dans quelques années ou décennies un vrai enjeu dans nos villes, pas simplement à Yats ou à Kaboul. Ça l'est déjà dans des conflits frontaliers en Asie, c'est déjà un réel enjeu, ou même... Je me dis, mais même dans un pays comme le nôtre. Alors, la difficulté, pour répondre à la question, c'est, oui, on peut travailler sur ces réflexions ancestrales perses et du travail qu'on a pu, les uns les autres, hein, on n'est pas les seuls, réinterpréter de manière contemporaine pour nos villes. On est confronté à une infrastructure de la ville étanche, pour reprendre votre vocabulaire qui me paraissait assez intéressant, et qui est une infrastructure excessivement complexe, mais se font quartier par quartier, un travail qui s'inspire. La phytogénération, ça arrive en Europe. L'agriculture urbaine, on en parle beaucoup. J'en ai pas tellement parlé là, mais c'est lié à l'eau. L'ouverture, on parle à Paris. Alors, on parle un peu trop, effectivement, sur le côté agrément. L'ouverture du canal de Bièvre, etc., c'est pour faire joli. Donc ça, c'est un petit peu... Le pas n'est pas encore totalement franchi sur la ville, je reprends le vocabulaire qui m'amuse, la ville éponge. Mais effectivement, oui, ces réflexions, ces travails ancestraux sont des vraies références. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer que l'Occident est toujours la référence pour un Moyen-Orient X, au contraire pour peut-être un futur pas si lointain que cela, mais ça a commencé quand même dans quartier par quartier, petit morceau par petit morceau.
Dans quelle mesure est-on capable d'interagir et de se reconnecter, de faire de ces systèmes techniques qui sont assez indépendants des écosystèmes, en tout cas de travailler sur une logique écosystémique? C'est la question aussi que vous posez, Sarah, quand vous vous dites, mais finalement, on en fait quoi de ça, hein? Aujourd'hui, on redécouvre ces infrastructures. Comment on les reconnecte aujourd'hui à un écosystème qui serait... Comment on arrive à créer un écosystème qui serait vertueux à partir de ça? Je pense que ce qu'il faut, c'est un changement de paradigme philosophique. Et je pense qu'on y arrive, parce qu'avec les catastrophes écologiques qui s'enchaînent, donc je pense qu'il faut quand même redécouvrir la dimension sacrée de l'eau. Je pense que c'est ça qui va faire que Sacré dans quel sens? C'est-à-dire que aujourd'hui, sacré l'eau moderne, c'est l'eau chimique. C'est un élément chimique, c'est H2O. Et puis elle est quasiment invisible dans la ville. Le cycle, on est complètement détaché aussi de son cycle, alors que l'eau était quand même un bien sacré aussi en Occident. C'est pas qu'en Iran qu'on avait cette culture d'adoration, on va dire, des éléments. Donc je pense que voilà, redonner une dimension sacrée aux éléments, ça va tenir beaucoup à ça. Et puis je voulais un petit peu rebondir aussi sur la question de la géométrie et donc de cette idée de la rationalité. C'est pas directement, ça va pas répondre directement à votre question, mais je voulais juste rappeler que le mot géométrie vient donc de la mesure du monde, donc la mesure de la Terre. Donc c'est relié, comme je vous l'avais expliqué au début, sur cette civilisation du Kanat, où en fait c'était cette obsession de devoir mesurer la Terre, donc mesurer les distances, mesurer les angles, mesurer les cycles célestes pour contrôler le calcul du temps. Et donc la géométrie vient de ça. Et donc la géométrie, c'est directement lié au mécanisme optique du corps. Parce que en fait, pour mesurer, c'est l'œil qu'on a utilisé pour... donc, c'est-à-dire que ça découle directement d'un seul sens, et c'est le sens visuel. Et peut-être que l'avenir viendra, ça veut dire qu'on pourrait construire quelque chose de beaucoup plus sensoriel, où on ne reposerait pas uniquement sur cette capacité optique et ce sens visuel. Et surtout aujourd'hui, on est submergé quand même par l'image aussi, c'est-à-dire que le sens visuel est constamment convoité. Peut-être que d'autres sens peuvent émerger pour créer un monde au-delà de ce monde rationnel, parce que ce monde cartésien vient aussi de cette naissance de la géométrie. En fait, quelques mots juste pour conclure, Jean-Philippe Piron. Oui, en fait, je pense que une des manières en fait d'y répondre, c'est pas la seule réponse, c'est ce qu'on pourrait appeler une écologie de l'attention. Et l'écologie de l'attention, en fait, elle est portée par les arts dans la diversité de leurs expressions, chacun à leur échelle. C'est qu'en fait, comment alors les arts, alors ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être la poésie, etc. Mais c'est-à-dire en fait, elle est chacune à leur échelle, elle est une façon d'être attentive à la qualité de ces liens singuliers que nous entretenons avec l'eau. Qu'elle soit vaporeuse, qu'elle soit dure lorsqu'elle devient glace, qu'elle soit liquide, mais qui fait qu'il y a une poétique finalement de l'eau dans les espaces urbains, qui est extrêmement fragile, mais qui est décisive. Je finis là-dessus. Je trouve très beau le titre de votre livre, hein, Le monument invisible. Et finalement, peut-être que dans toutes nos villes, il y a ce monument invisible en fait de l'eau, alors qu'il n'y a pas forcément toujours la technique de la canate. Hein. Il peut y être d'autres. Ça peut être. Moi, j'aime bien les flaques d'eau. Bon, je suis dans une région où en fait il y a des tuiles vernissées et où lorsqu'il pleut après la pluie, il y a une qualité de lumière très très singulière. Bref, il y a une poétique de l'eau dans chacune des villes qui dit un rapport sensible. Alors les arts font ce travail-là de construire cette écologie d'attention et je crois que c'est quelque chose de très précieux, mais en même temps de très fragile. Merci Jean-Philippe Piron, merci Laurent-Marc Fischer, merci Sarah
Kamal Vand, pour vos présences ici et vos interventions. Avant de nous quitter, j'ai deux petites choses. Enfin, on va pas se quitter d'abord, première chose. Voilà, on va pas se quitter. Pour savoir connaître le programme de la rentrée, eh bien, il faudra peut-être attendre la rentrée, parce que pour l'instant, c'est pas encore dans les tuyaux. Enfin, s'il y a des choses dans les tuyaux, mais je pense qu'on va se retrouver très rapidement après cet été qui sera chaud et pas très pluvieux visiblement, d'après ce que nous dit la météo. Et à tous, à très bientôt pour une prochaine édition des Plateaux. Merci.